Dans mon recueil, l'auteur trouvera plus d'une fois dans les paroles de Napoléon même l'occasion d'être fier de l'avoir si bien deviné et il goûtera surtout la douce satisfaction de cœur de l'avoir admiré et mis en pleine connaissance des causes. L'empereur m'a emmené de bon matin fort loin dans les bois. Il a causé plus d'une heure sur la situation de la France. Dès là, il est revenu sur les gens qu'il avait trahis, sur les fatalités nombreuses qu'il avait entraînées, la sécurité perfide causée par son mariage avec l'Autriche, l'aveuglement des Turcs qui font la paix précisément quand ils devaient en faire la guerre, celui de Bernadotte qui obéit à son amour propre et à ses ressentiments plutôt qu'à sa véritable grandeur et à sa stabilité, en saison rigoureuse outre mesure, jusqu'à la supériorité d'esprit de M. de Narbonne à Vienne, qui découvrant l'Autriche à nous, la força de se hâter enfin les succès même de Lutzen et de Bautzen, qui ramenant les rois des Saxes à Dresde. L'émirant, lui, Napoléon, en possession de ses natures hostiles de l'Autriche, et ne lui laisseront plus aucun faux fouillon. Quel malheureux concurrent, disait-il d'un accent tout à fait expressif. Et toutefois, continuait-il, le lendemain de la bataille de Dresde, François avait envoyé déjà quelqu'un peu traité. Il fallut que l'échec de Vandamme arrivât à point nommé comme put être l'arrêt du destin. Monsieur de Talleyrand, sur la conduite duquel l'empereur revenait beaucoup plus à froid, disait-il, quand il avait commencé véritablement à le trahir, l'avait poussé fortement la paix au retour de Leipzig. Je lui dois, observait-il, cette justice. Il blâma mon discours au Sénat. Il ne cessait de me répéter que je me méprenait sur l'énergie de la nation, qu'elle ne seconderait pas la mienne, que je m'enverrais abandonner, qu'il me fallait me accommoder à tout prix. Il paraît qu'il était alors de bonne foi, qu'il ne trahissait point encore. Talleyrand n'a jamais été pour moi éloquent ni persuasif. Il roulait beaucoup et longtemps autour de la même idée. Peut-être aussi méconnaissant de vieille date. S'était-il fait d'une manière pour moi. Du reste, il était si adroitement évasif et dévachant qu'après des conversations de plusieurs heures, ils sont allés, ayant échappé souvent aux éclaircissements, aux objets que je m'étais promis d'en obtenir lorsque je l'avais vu arriver. Quant aux affaires du moment et au sujet des derniers journaux qui peignaient la France en agitation toujours croissante, le résultat était que pour toute l'Europe, les chances de l'avenir semblaient indéfinies, multipliées, inépuisables. Qui hésitait en cet instant? Un fait constant lequel nous parvenait de tous côtés, c'est que personne en Europe ne se croyait dans une attitude stable. Chacun semblait redouter ou présenter des événements nouveaux. L'empereur m'a retenu à déjeuner avec lui sous la tente. Il a fait ensuite apporter Corinne de Madame de Staël, dont il a lu quelques chapitres. Il ne pouvait l'achever, disait-il. Madame de Staël s'était peinte si bien dans son héroïne qu'elle était venue à bout de la lui faire prendre en griffe. Je la vois, disait-il. Je l'entends. J'ai la sens, je veux l'avouer, et je jette le livre. Il me restait de cet ouvrage au meilleur souvenir que ce que j'éprouve aujourd'hui. Peut-être est-ce parce que dans le temps, je le lu avec le pouce, comme dit fort ingénieusement.
Monsieur de la Védévrate, annonçant quelques vérités de devoir, je persisterai. Je veux voir la fin. Il me semble toujours qu'il n'était pas sans quelque intérêt. Je ne puis pardonner du reste à Madame de Staël d'avoir avalé les Français dans son roman. C'est assurément une singulière famille que celle de Madame de Staël, son père, sa mère et elle. Tous trois à genoux, en constante adoration les uns des autres, sans fumant, d'un sang réciproque pour le meilleur édification et mystification du public. Madame de Staël, toutefois, peut se vanter d'avoir passé ses nobles parents lorsqu'elle a osé écrire que ses sentiments pour son père étaient tels qu'elle s'était surprise de se trouver jalouse de sa mère. Madame de Staël était ardente dans ses passions, continuait-il. Elle était furieuse, forcenée dans ses expressions. Voici ce que disait la police durant sa surveillance. Je suis loin de vous, écrivait-elle à son mari. Apparemment, venez à l'instant, je l'ordonne, je le veux, je suis à genoux. Je vous implore. Ma main est saisie du poignard. Si vous hésitez, je me tue. Je me donne la mort et vous seul serez coupable de ma destruction. Elle avait accumulé dans les temps tous ses efforts, tous ses ressources sur le général de l'armée d'Italie, disait l'empereur. Elle lui avait écrit au loin sans le connaître. Elle harcela présent. Allons croire, c'était une monstruosité que l'union du génie à une petite insignifiante créole indigne de l'apprécier ou de l'entendre. Le général ne répondit malheureusement que par une indifférence qui n'est jamais pardonnée par les femmes. Une guerre pardonnable, en effet, observait-il en riant. À son arrivée à Paris, il se trouva poursuivi de même empressement, continuait-il, mais de sa part, même réserve, même silence. Madame de Staël, cependant, résolut d'en tirer quelques paroles et de lutter avec le vainqueur de l'Italie, d'aborda debout au cours dans la grande fête que M. de Talleyrand, ministre des Relations extérieures, donnait au général intérieur. Elle l'interpella au milieu d'un grand cercle, lui demandant quelle était, à ses yeux, la première femme du monde, morte ou vivante. Celle qui a fait le plus d'enfants, répondit Napoléon avec beaucoup de simplicité. Madame de Staël, d'abord un peu disconcertée, essaya de se remettre en lui, observant qu'il avait la réputation d'aimer peu les femmes. « Pardonnez-moi, reprit encore Napoléon, j'aime beaucoup la mienne. »